Bonjour à toutes et à tous. Madame la directrice adjointe de la DREAL Nouvelle-Aquitaine, Monsieur le président de l'Observatoire environnemental de l'ISEA, Monsieur le président de l'ISEA, Mesdames et Messieurs les acteurs scientifiques, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de protection de la nature, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de cette journée et je vous remercie de votre invitation. Je souhaite tout d'abord saluer l'immense travail réalisé ces 10 dernières années entre les acteurs ici présents. Il se poursuit, ce travail, et il a été primordial pour atténuer l'impact de la LGV. Ligne à grande vitesse que plus personne ne remet en question aujourd'hui. Un succès populaire, 110 millions de voyageurs depuis sa mise en service en juillet 2017. Le rail est et restera le moyen de transport courte, moyenne et longue distance le moins polluant. En effet, voyager en train, c'est réduire de 95% les émissions de CO2 en moyenne par rapport à la voiture ou l'avion. Ces projets d'infrastructure sont des projets qui engagent sur un temps long. On parlait tout à l'heure avec le président de la concession, jusque dans les années 2061. 302 km de lignes nouvelles, 6 années d'études et de travaux mobilisant environ 9000 personnes, dont 2500 embauches locales. Une traversée de 113 communes, 6 départements. Naturellement, ces infrastructures ne sont pas sans impact. Et je sais que vous avez été et que vous continuez d'être à la hauteur du éviter, réduire, compenser. D'ailleurs, en tant que gestionnaire d'infrastructures ferroviaires, vous avez engagé une démarche de bilan carbone en vue de préciser, au-delà des émissions émises lors de la construction et de l'exploitation de la ligne, les émissions évitées grâce au report modal. Cette approche a permis de déterminer le temps nécessaire pour obtenir le point mort carbone du projet. La LGV Tours-Bordeaux traverse 14 sites Natura 2000, où 223 espèces protégées ont été identifiées et dont il était capital de préserver au mieux leur habitat. Vous allez d'ailleurs retrouver les régions sur ce volet, puisque depuis 2023, elles sont devenues en partie autorités de gestion des sites Natura 2000, l'État poursuivant celle des sites marins. Vous m'en voudrez pas, Madame la directrice adjointe. Je vous le disais tout à l'heure pendant le café que la décentralisation n'étant pas quelque chose de facile en France. Vous savez que le président de la région Nouvelle-Aquitaine, Alain Rousset, est un fervent défenseur de la décentralisation. Et donc, l'État nous a en partie concédé une gestion des sites Natura 2000, mais ne pouvant pas le faire tout à fait simplement et complètement, nous a un petit peu compliqué la tâche parce que donc l'État reste en charge de l'accompagnement des structures animatrices des sites Natura 2000 mixtes, de la désignation des nouveaux sites ou de leur extension, du volet strictement agricole, ainsi que des évaluations d'incidence sur les sites. Donc on est à la fois content de ce début de décentralisation, mais comme toute décentralisation, lorsqu'elle se fait à moitié, et je parlais tout à l'heure aussi pendant le café du thème de l'orientation, où l'État nous a confié une partie de l'orientation, mais à moitié. Et donc on passe beaucoup de temps à discuter entre administrations, et ce qui quand même fait perdre un peu d'efficacité à tout ça. Mais pour assurer sa compétence et gagner en efficacité, la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de permettre aux collectivités qui le souhaitent de contractualiser avec elles pour porter l'animation d'un ou de plusieurs sites Natura 2000. En construisant puis en exploitant cette LGV, la nature a été perturbée, malgré les mesures d'évitement et de réduction mises en place au moment de la conception et de la réalisation. Afin de réparer cette dette écologique,
Un certain nombre de mesures compensatoires ont été mises en place en fonction du type d'espèce végétale ou animale touchée. On peut citer la création de mares, la restauration et gestion de frayères à brocher, la replantation de haies ou encore l'adaptation de certaines pratiques agricoles. Cet observatoire, les bilans qui y sont faits et les nouvelles pistes à engager se font, vous le savez mieux que quiconque, sur la durée. Et je veux saluer de nouveau le travail concret et collectif de toutes et de tous. L'exemple de la LGV Tours-Bordeaux est utile et les projets à venir sauront s'inspirer de tout ce que vous avez mis en place collectivement. Alors bravo à toutes et à tous et je vous souhaite de bons travaux aujourd'hui. Donc ces nouvelles rencontres de l'Observatoire environnemental pour la LGV vont être l'occasion, à travers des exemples variés, des échanges d'experts, de faire un point sur les mesures qui sont prises, justement, pour atténuer l'impact d'une telle infrastructure sur l'environnement, et cela après 10 années de mise en œuvre. C'est aussi l'occasion de faire quelques rappels. Rappel historique, 10 années de mise en œuvre, certes, mais des études qui ont commencé il y a plus de 20 ans. Et depuis, la législation sur l'environnement a fortement évolué, renforçant justement les mesures environnementales dans le cadre de ce qu'il a été convenu d'appeler, ça a été rappelé par monsieur le conseiller régional, la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. La LGV est certainement, aujourd'hui en France, l'infrastructure qui a décliné pour la première fois cette séquence à une si grande échelle, en s'adaptant en temps réel à l'évolution réglementaire, et parfois sans doute avec difficulté, mais en s'adaptant aussi à l'évolution des connaissances, à l'évolution des techniques. Je peux en citer deux en exemple. Par exemple, en termes de connaissances, l'usage de l'ADN environnemental dans les cours d'eau, ou en termes de techniques, ne serait-ce que les pièges vidéo. Un deuxième rappel sur les impacts environnementaux. Si le rail est effectivement unanimement reconnu comme étant l'un des moyens de déplacement à grande échelle les moins dommageables et qui justifie son utilité publique, il n'en reste pas moins qu'une ligne ferroviaire a des impacts environnementaux négatifs et que l'on peut classer en gros en 4 catégories. La destruction d'habitats et d'espèces par l'emprise de la ligne, mais aussi la destruction d'habitats et d'espèces par tout ce qui est lié à la ligne, comme par exemple les connexions annexes, les réaménagements fonciers, etc. La création d'un obstacle, c'est peut-être le premier impact, obstacle à la libre circulation des espèces, et puis bien sûr le risque de destruction de la faune lors de l'exploitation de la ligne. Et donc ce sont ces impacts qui ont justifié la création de l'Observatoire environnemental, qui a été construit au départ sur 6 thématiques principales que je vais rappeler ici. La thématique de l'eau d'abord, dans ses aspects qualitatifs, quantitatifs, en lien avec l'hydrologie et l'hydrobiologie. La biodiversité générale, les habitats, la faune, la flore, et en particulier liés aux mesures de compensation. Les paysages, les boisements qui sont traités un peu à part dans leur dimension compensatoire, l'occupation du sol, on y reviendra au cours d'une intervention, et les espèces exotiques envahissantes. L'Observatoire, qui a été doté d'un comité scientifique, a donc pour objectifs principaux d'évaluer la fonctionnalité des mesures environnementales, de réorienter si nécessaire les mesures de gestion au niveau de la ligne et des espaces compensateurs, d'enrichir la connaissance et les pratiques de ces mesures, et de produire un retour d'expérience qui soit utile à tous. Alors notons que si tous les thèmes que j'ai cités tout à l'heure ont été traités dès le début de l'Observatoire, depuis l'an dernier, on va dire, l'Observatoire se concentre davantage sur les aspects de biodiversité, y compris bien sûr dans les domaines de l'eau, des boisements, etc., mais essentiellement sur les mesures de compensation qui nécessitent un vrai suivi à long terme. Et c'est d'ailleurs ce qui nous réunit aujourd'hui. Les différents échanges et présentations que vous allez découvrir sont autant d'exemples de travaux et de résultats qui sont menés sur ces thématiques. Et cette journée, pour être constructive, doit aussi être interactive.
Donc n'hésitez pas à intervenir, à questionner, à apporter votre regard, votre expérience et à enrichir les débats. Cette intégration de l'environnement dans les politiques publiques et l'aménagement du territoire, par son histoire récente, peut et doit encore être améliorée. Si l'exemple de la LGV est utile, c'est autant par ses imperfections que par ses résultats positifs. Au niveau des imperfections, je peux citer quelques exemples. Comment évaluer la compensation quand la dette environnementale porte sur des espèces végétales et animales, tout en évaluant aussi l'évolution des habitats de ces espèces sur les sites de compensation et selon la gestion qui est pratiquée. Le dispositif qui a été choisi est construit sur 3 niveaux. Le premier niveau consiste à évaluer la gestion environnementale des sites. Le deuxième niveau consiste à évaluer la présence des habitats des espèces et leur fonctionnalité. Et le troisième niveau, à évaluer la présence des espèces et leur capacité à accomplir leur cycle biologique. Ce n'est peut-être pas le meilleur dispositif, mais il a été construit en essayant de tenir compte de toutes les contraintes, en raison de la taille de la ligne, du nombre d'espèces, du nombre de sites concernés, et ce qui permet d'avoir un regard sur les 329 sites de compensation. Toujours sur la compensation, l'échantillonnage des sites, qui vont permettre le suivi des espèces, peut certainement être amélioré. Tous les partenaires sont sollicités pour apporter leur pierre à l'édifice, et c'est la même chose pour les protocoles de suivi, qui sont complexes et qui doivent évoluer à la lumière des nouvelles connaissances acquises au fur et à mesure dans le domaine scientifique. Enfin, autre amélioration possible, c'est le porter à connaissance. Si on veut que cette expérience grandeur nature soit utile aux scientifiques comme aux porteurs de projets, il faut faire connaître mieux les moyens, les méthodes utilisées et les résultats, bien sûr. Nous avons des progrès à faire dans ce domaine et c'est à cela que nous allons travailler aujourd'hui. Les projets à venir pourront s'inspirer utilement de cette expérience. À une période où certains discours tendent à réclamer un allègement de la réglementation liée à l'environnement, alors que tout démontre la nécessité du contraire, il est essentiel que les travaux que nous menons permettent d'améliorer notre vision commune des activités humaines, de leur impact sur ce qui nous entoure et dont nous avons tous besoin. Je vous remercie pour votre attention et je souhaite à toutes et à tous des échanges enrichissants. J'ai un peu bouleversé mon agenda pour être présente ce matin avec vous, puisque cet observatoire évalue sur le long terme l'efficacité des mesures et des actions environnementales mises en œuvre tout le long du tracé. Ça a été très bien expliqué par Monsieur le Président de l'Observatoire, de la ligne LGV SEA. D'enrichir les connaissances et les retours d'expérience, et c'est vraiment ce à quoi nous allons nous employer aujourd'hui. Donc ces rencontres sont importantes, elles sont aussi complémentaires, et vous le savez, des bilans réalisés par l'ISEA dans le cadre des réunions annuelles du comité interdépartemental de suivi des mesures de compensation environnementale. Vous le savez, ce comité interdépartemental, l'ADREAL assure l'organisation de son suivi pour Monsieur le préfet de région. Alors, ce comité s'est réuni en octobre dernier et est chargé d'accompagner la mise en œuvre des mesures de réduction, de compensation et de suivi environnemental de la LGV. Alors, le dispositif de compensation étant complet et opérationnel, notre travail collectif porte dès à présent et maintenant sur le suivi de la mise en œuvre et de l'efficacité des mesures compensatoires, et plus particulièrement sur la continuité de la compensation sur toute la durée de la concession, sur le plan à la fois qualitatif et quantitatif. Ce que nous cherchons aujourd'hui est l'évaluation de l'objectif de résultat, avec en ligne de mire le zéro perte nette de biodiversité que fixe la réglementation ERC. En matière d'avancement, en 2023, on peut saluer l'avis favorable, avec recommandation, mais avis favorable, de la part du Conseil scientifique régional de patrimoine naturel sur le document de cadrage du dispositif de gestion et de suivi des mesures compensatoires.
Il reste encore des points à finaliser en 2024, vous le savez, des ajustements dans le temps probablement nécessaires, vous l'avez dit, Monsieur le Président, à la lumière des bilans périodiques. Mais sans faire de jeu de mots, je pense que la ligne est tracée et nous allons la suivre. Sur le volet du suivi, ce qui est extrêmement important, on l'a dit, sur ce suivi sur un temps long, l'exercice est complexe. Il est complexe parce que nous avons chiffré à 223 espèces impactées, avec 114 espèces pour lesquelles une dette compensatoire a pu être chiffrée. Et il revêt pour nous un caractère quasi expérimental, de par l'ampleur du dispositif compensatoire et, comme je l'ai dit, du nombre d'espèces impactées. Donc pour l'ADREAL et l'ensemble des services de l'État, les travaux que nous allons mener aujourd'hui, que vous menez depuis un petit moment, sont particulièrement importants et nous attachons une grande importance à la réussite de cet exercice pour qu'il puisse, et je pèse mes mots, être porté comme un exemple à suivre. Donc j'attends beaucoup aussi, moi, de cette journée et je vous remercie infiniment pour tous les apports que vous allez pouvoir et toute la richesse que vous allez pouvoir organiser aujourd'hui dans cette perspective-là. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans ce centre de conférence du Grand Poitiers pour ces rencontres de l'Observatoire environnemental de la LGV Sud-Europe Atlantique. La LGV SEA, c'est une infrastructure majeure qui offre des avantages indéniables en termes de connectivité, de développement régional, de mobilité durable. En témoignent les plus de 21 millions de voyageurs qui ont emprunté la ligne l'année dernière, plus de 110 millions depuis l'ouverture de la ligne, ça a été dit. Mais la réalisation d'un tel projet d'infrastructure linéaire ne se limite pas à des considérations de performance technique ou opérationnelle, ou même commerciale. Elle s'accompagne également de défis environnementaux qui doivent être traités avec ambition et je dirais même avec la plus grande rigueur. Et en effet, cela a été rappelé également, si à l'heure de l'urgence climatique, le ferroviaire, c'est le véritable fer de lance des mobilités décarbonées, c'est un levier majeur de la transition écologique, pour autant, un projet d'une ampleur telle que celle de SEA a des impacts très importants sur son environnement. Et c'est pourquoi nous avons le devoir d'être exemplaires dans notre approche des enjeux environnementaux et dans nos actions, en premier lieu desquelles la gestion des mesures environnementales de la LGV. 3800. 3800, c'est un chiffre qui n'est pas anodin. Ce sont 3800 hectares de mesures environnementales répartis sur plus de 300 sites, dont 700 hectares situés ici en Vienne, que l'ISEA et ses partenaires gèrent au quotidien. C'est un programme qui, rappelons-le, est d'une ampleur sans précédent et pour lequel nous avons adopté une approche holistique et partenariale. Ce programme est en effet le fruit d'une réflexion approfondie, d'une collaboration étroite entre toutes les parties prenantes concernées, associations de protection de l'environnement, bureaux d'études, services de l'État. Et nous reviendrons au cours de cette journée sur la singularité de la méthodologie employée. Mais je tiens à rappeler et à insister sur l'importance qu'ont eu et qu'ont toujours pour nous à l'heure actuelle l'écoute et le dialogue dans notre démarche. Alors, cette approche partenariale nous a permis de bénéficier de la connaissance et de l'expertise fine d'acteurs de terrain sur les besoins spécifiques des écosystèmes locaux afin de mettre en place des mesures de qualité et pérennes, comme en témoignent les résultats dont certains vont vous être présentés aujourd'hui. Ces suivis pilotés par l'Observatoire environnemental ont une importance primordiale. Ils nous permettent d'évaluer nos actions sur le long terme, on l'a dit, et nous avons tous conscience ici que le vivant ne peut s'appréhender que sur le temps long. Ils nous permettent de mesurer l'efficacité des actions mises en œuvre et de les ajuster le cas échéant. Et ces suivis nous permettent aussi d'acquérir de l'expérience, d'améliorer les pratiques de compensation environnementale, d'approfondir nos connaissances pour nous-mêmes, comme pour les projets futurs. Monsieur le conseiller régional y faisait allusion. Le bilan Bianco, qui est en cours d'instruction par les services de l'État et dont la validation devrait être connue cette année, sera d'ailleurs l'occasion de dresser un bilan officiel de l'ensemble des mesures environnementales de la LGV SEA. Je terminerai en rappelant que ces mesures ne représentent qu'une partie,
certes primordiale, mais une partie des efforts que nous déployons sur SEA pour contribuer à la préservation de la biodiversité. Je ne pourrais en effet parler environnement sans citer l'engagement au quotidien de notre mainteneur Méséa. Méséa entretient la totalité des ouvrages de franchissement pour la faune sauvage, puisque SEA c'est aussi 842 ouvrages de transparence écologique, depuis Tours jusqu'à Bordeaux. Et par ailleurs, dès l'ouverture de la ligne, Méséa a adopté une démarche zéro glyphosate et depuis 2022, zéro phyto. Enfin, je veux parler également, dire un mot du fonds SEA pour la transition des territoires que nous portons ensemble là aussi avec Méséa. Le fonds SEA soutient des projets sur les territoires en faveur de la transition écologique et solidaire des secteurs de l'agriculture et du bâtiment. En 2022, nous avons ainsi alloué 1 million d'euros en faveur d'initiatives portant sur le bâtiment durable. En 2021 et 2023, ça a été 1,5 million d'euros pour l'agriculture durable et locale. Voilà, au-delà de ces chiffres, ces actions témoignent de la continuité de notre approche, qui est pleinement intégrée dans notre culture d'entreprise à tous les niveaux. Je pense au sein de chaque direction de l'entreprise. Cet engagement, cette responsabilité même envers la préservation de l'environnement et des territoires est au cœur de notre ADN. Nous sommes conscients que la protection de l'environnement est un effort continu, que nous devons rester vigilants, engagés dans cette démarche de durabilité à laquelle vous tous ici présents contribuez. Et je vous remercie donc à nouveau de votre présence et vous souhaite à toutes et tous des discussions fructueuses au cours de ces rencontres. Merci à tous.